inégalité de Bessel. Bessel, mathématicien allemand du 19e siècle, il est né au 18e, mais fin 18e. Mathématicien et surtout astronome. Il s'intéresse à la trajectoire, par exemple, des planètes, d'une planète comme Uranus, très étudiée et qui va permettre un petit peu plus tard de découvrir une nouvelle planète que sera Neptune. Donc on lui doit des égalités, inégalités. Donc il, en mathématiques, travaille en analyse. F, débit périodique continu par morceaux. Alors, ces séries-là sont convergentes et on a à la fois cette égalité et cette inégalité. En fait, on verra que cette inégalité est une égalité quand on étudiera l'égalité de Parseval. Remarquons tout d'abord que quand on fait ça, c'est-à-dire ça, on trouve après simplification que ça fait ça, c'est-à-dire ça. Et comme module de C0 au carré est égal à module de A0 au carré sur 4, eh bien on obtient que cette somme-là est égale à ça. Je vous laisse, c'est tellement évident. Et donc on voit que la limite de ça quand n tend vers plus l'infini, ça équivaut à la convergence de cette série. Donc, s'il y a convergence de cette série, il y a convergence de celle-là, et donc il y a convergence de chacune des deux, parce que chacune des deux est inférieure ou égale à UK. Réciproquement, s'il y a convergence de ça et de ça, il y a convergence de ça, et donc, grâce à l'égalité qui est 3, qui est pour 1, eh bien, on a la convergence de la somme des modules de CK au carré. Enfin, quand on a la convergence, eh bien, quand on a la convergence, et comme on a vu qu'on avait cette égalité, bah, on a déduit évidemment en faisant tendre n vers plus l'infini que les limites sont les mêmes. Bon, tout ça c'est évident. Alors il nous reste donc quand même à démontrer la convergence. Si f appartient à D, donc on a ça, et on applique le théorème de Pythagore, ça fait ça. On peut le redémontrer à partir de là, il n'y a pas de problème. Mais Sn de f, on a vu que c'était Pn de f parce que f appartient à D. Donc la norme de Sn au carré est égale à la norme de Pn de f au carré, et donc va être inférieure ou égale à celle-là. Et la norme de Sn de f au carré, on a vu que c'était égal à ça. D'accord? Ça, c'est donc inférieur ou égal à ça, quel que soit n. Voilà. Et comme là, il n'y a pas de n, on en déduit que la suite un, j'appelle ça un, est convergente, donc majorée. Non, majorée, donc convergente, pardon. Et donc, cette somme-là converge. Et la limite est inférieure ou égale à la somme de f au carré, c'est-à-dire ça. Donc ça nous implique, ça implique 2 en fait. Ça implique 2. Mais comme on sait que quand il y a convergence, ça implique, là j'ai démontré que ça convergeait et que c'était inférieur ou égal à ça. Mais j'ai démontré avant que quand il y a convergence, on a l'égalité. Donc en fait, on a bien démontré 1 et 2. Voilà. Alors maintenant, si f n'appartient pas forcément à D, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que Cn de f est égal à ça, et que Cn de f tilde est égal à ça, c'est ça régularisé. Mais voilà, f et f tilde ne diffèrent qu'en un nombre fini de points sur 0,2 pi. Donc, Cn de f va être égal à Cn de f tilde. D'accord? Et pour les mêmes raisons, cette intégrale-là va être égale à celle-là. Bon. Comme f tilde, on l'a démontré, appartient à D, eh bien, la somme des Cn de f tilde au carré, enfin en module, va être convergente, inférieure ou égale à ça. Et comme j'ai démontré que ça, c'est pareil que Cn de f, et que ça, c'est pareil que f, eh bien, j'en déduis que ça converge inférieur ou égal à ça. D'accord? Et je sais que quand ça converge, eh bien, j'ai l'égalité. D'accord? Et comme c'est inférieur ou égal à ça, ben ça c'est l'égalité 2. Donc j'ai bien démontré 1 et 2
dans le cas général. Conséquence, si f de R vers C est 2π périodique C1 par morceau, alors les coefficients à n de f, Bn de f, Cn de f, les coefficients de Fourier, tendent vers 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est évident puisque ces trois séries-là sont convergentes. Donc, le terme général, à chaque fois, tend vers 0. Bon, on retrouve là un résultat qui était connu et qu'on avait vu dans un cadre plus général de fonctions 2π périodiques intégrales. Puisque évidemment, celles-là sont 2π périodiques intégrales. Soit f de R vers C, 2π périodique continue, ça c'est important. Et C1 par morceau. Alors, la série de Fourier de f converge uniformément vers f. Voilà. Parce que, en fait, comme elle est C1 par morceau, on sait déjà qu'elle converge simplement vers f tilde de x. Sauf que ici, la fonction est continue. Donc elle converge simplement vers f. Pour le moment. On n'a pas la convergence uniforme. Voilà. Alors, donc le résultat, ça signifiera que ça tend uniformément vers f de x. Donc f' est continu par morceau, on peut s'intéresser aux coefficients, et là je fais une intégration par partie, je vous laisse vérifier, elle est vraiment facile. Ça vaut 0 parce que ça fait f de 2π moins f de 0, et la fonction est 2π périodique. Et donc j'obtiens que ça fait in sur 2π fois cette intégrale, donc in cn de f. C0 de f', oui, il est égal carrément à 0. Voilà, on peut dire qu'il remplit cette formule aussi. On a ça donc qui est vrai, quel que soit n, appartenant à z. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis n. C'est n appartenant à z, pardon. Alors maintenant, pour n appartenant à z étoile, le module de Cn de f va donc être égal à module de Cn de f' divisé par module de in, donc ça fait 1 sur n module de Cn de f'. Alors ça, si je remplace ça par a qui est positif, ça par b positif, là, ça fait ab, qui est inférieur ou égal à a2 plus b2 sur 2, parce que quand je fais passer de l'autre côté, a moins b au carré est positif. Donc quand je remplace, ça fait 1 demi de 1 sur n2 plus module de Cn de f' au carré. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que je sais des choses là-dessus. Sn de f de x, c'est la somme de moins n à n des ck de f exponentielle ikx, c'est donc c0f plus la somme de 1 à n des uk de x, où uk de x est égal à ck de f exponentielle ikx plus c moins k de f exponentielle moins ikx. Et donc le module de uk de x est inférieur ou égal à ce module. C'est l'inégalité triangulaire. Et puis là, comme le module de l'exponentielle fait 1, on obtient ça. Et donc là, j'applique ça, et je vois que c'est 1 demi de 1 sur k2 plus ck de f' au carré, puis on a 1 sur moins k au carré, qui fait pareil, plus c moins, module de c moins k de f' au carré. Et donc, j'obtiens cette inégalité. Voilà. Sauf que là, il y a une parenthèse. Bon. Maintenant, f' est 2π périodique et continue par morceau, donc je peux lui appliquer Bessel. Et donc, somme de 1 à plus l'infini des modules de ck de f' au carré plus c moins k de f' au carré est convergente. D'accord? Voilà. Et puis, la somme des 1 sur k2 de 1 à plus l'infini aussi. Donc, je vois que cette série-là va être normalement convergente. Oui, parce que là-dedans, il n'y a plus d'x. D'accord? Donc elle est normalement convergente, donc uniformément convergente. Et grâce à petit a, qui est ici, Sn de f qui est égal à ça, j'en déduis que SF de f est uniformément convergente. Mais on sait que on a SF de f qui est égal à f, on en a parlé tout à l'heure, donc on en déduit que la série de Fourier de f en x converge uniformément vers f de x. On rappelle que D, c'est l'ensemble des fonctions f de R vers C de π périodique continues par morceau, tel que f tilde est égal à f et que En est l'espace engendré par les EK.
Eh bien, si f appartient à d et que p appartient à en, norme de f moins p est toujours supérieure ou égale à norme de f moins Sn de f. Égalité, évidemment, si p est égal à Sn de f. Sn de f, c'est la somme partielle d'ordre n avec le coefficient de Fourier. Donc Sn de f réalise le minimum de norme de f moins p. D'accord? Alors, conséquence, si f est 2 pi périodiques continus par morceau, et que p est égal à ça, alors la somme de 0 à 2 pi de module de f de t moins p de t au carré dt réalise son minimum si p est égal à ce polynôme-là, c'est-à-dire à Sn de f. D'accord? Donc ça, on va le démontrer là. Donc démonstration du début, c'est un résultat du cas du cours pour les espaces pré-hilbertiens complexes. Donc ici, le minimum de norme de f moins p est obtenu si p est la projection orthogonale de f sur e. Voilà. Comme Pn de f est égal à Sn de f, on l'a démontré, ça y est, c'est terminé. Alors on peut redémontrer ce résultat en passant par norme de f moins p au carré qui est égal à norme de f moins Sn de f plus Sn de f moins p au carré. Et ça appartient à l'orthogonale de n. Et ça appartient à En. Parce que Sn de f et p appartiennent à En, donc ça appartient à En. Et ça, on le sait, quand on fait la projection, on a ça qui appartient à l'orthogonale de n. Donc on applique le théorème de Pythagore, et donc on a ça. Et ça implique évidemment que norme de f moins p est supérieure ou égale à norme de f moins Sn de f, égalité si p est égal à Sn de f. Alors pour la conséquence, il faut dire un petit peu d'autre chose. En fait, ça provient du fait que f est quasiment égal, est égal presque partout, à f tilde. F tilde appartient à D, donc ça, on utilise ce qu'on vient de démontrer avec f qui appartenait à D, et donc elle a son minimum si P est égal à Sn de f tilde. Mais quel que soit K appartenant à Z, c'est K de f tilde, c'est ça. Et donc ça va être égal à ça en fait. Pourquoi? Parce que f tilde et puis f ne diffèrent qu'en un nombre fini de points sur 0 de pi. Et de même, donc on va avoir ça, d'accord? Puisque les coefficients de Fourier sont les mêmes. De même, eh bien, si je prends ça, c'est égal à ça, et là je peux remplacer par f, puisque f et f tilde ne diffèrent qu'en un nombre fini de points sur 0 de pi. Donc en fait, ce truc-là, qui est égal va être égal à ça, supérieur ou égal à ça, qui est égal à ça, d'accord? Puisque ça c'est égal à ça, qui est égal à ça, qui est égal à ça. Donc je vois que la somme de 0 à 2 pi de module de f de t moins p de t au carré dt est supérieure ou égale à somme de 0 à 2 pi de module de f de t moins Sn de f en t au carré, avec égalité évidemment, si p est le polynôme Sn de f. On voit un lemme qui nous permettra de démontrer un théorème après, et puis ensuite l'égalité de Parseval. Si f appartient à D, alors quel que soit epsilon positif, il existe G continu 2 pi périodique, donc continu de pi périodique elle appartient à D, tel que norme de f moins g soit inférieure à epsilon. Donc le sous-espace des fonctions continues de R vers C, fonctions continues et 2 pi périodique, va être dense dans D pour la norme, pour cette norme. Voilà, c'est l'interprétation. Alors donc il faut démontrer ça. Si f est continu, on prend g égale f terminé, 0 inférieur à epsilon. Sinon f est continu par morceau, donc on considère une subdivision associée à ça, puis on prend le plus petit des écarts entre deux points de continuité, on le divise par 2. On a ce schéma-là. D'accord? Bon, on a bien AK plus H qui est inférieur à AK plus 1 moins H, parce que H, grâce à ça, est inférieur à AK plus 1 moins AK sur 2. On définit la fonction U sur l'intervalle moins H, 2 pi plus H, par, U de x égale f de x sur les intervalles comme ça.
Et sur les autres, qui sont des AK moins H, AK plus H, parce qu'on est parti de moins H et on finit à 2P plus H, eh bien, elle est égale, elle est raccord avec F aux deux extrémités. Donc, égale à F de AK moins K en AK moins K, F de AK plus H, c'est AK moins H, pardon. Et F de AK plus H en AK plus H. H. Hein. Si, alors, U0 de U de A0 moins H, ben, c'est F, d'après ça, de A0 moins H. Donc c'est F, A0 c'est 0. De moins H, donc c'est, comme elle est 2pi périodique, F de 2pi moins H. Donc c'est F de AN moins H. U de A0 plus H, c'est F de A0 plus H, toujours d'après ça, donc ça fait F de H, égale F de 2pi plus H, égale F de AN plus H. Alors, U est affine sur ça, hein, et affine aussi sur ça. Et ce qu'on voit, c'est que U prend les mêmes valeurs ici, et ici, et ici, et ici. Donc en fait, elles prennent les mêmes valeurs sur ces, elle prend les mêmes valeurs sur ces deux intervalles. Autrement dit, ici, T appartient à A0 moins H, A0 plus H, eh bien U de A0 plus T va être égal à U de AN plus T. D'accord? Donc ça veut dire, puisque A0 est égal à 0, et que AN égale 2pi, ça veut dire que U de T va être égal à U de 2pi plus T. En prenant T égale 0, et 0 c'est bien entre moins H et plus H, hein, eh bien on obtient que U de 0 est égal à U de pi. La restriction V maintenant de U à 0 de pi est continue parce que, oui, la fonction U est évidemment continue grâce à tout ça, auquel on est habitué, on a déjà travaillé plein de fois sur des fonctions continues par morceaux. Hein. D'accord? Donc là, la continuité provient notamment du raccord dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, la restriction V à 0 de pi, donc la restriction d'une fonction continue, elle est continue, et V0 égale V de pi, soit G la fonction de R vers C de pi périodique, dont la restriction à 0 de pi est V. Comme V de 0 est égal à V de pi, bah G va être continue sur R. Voilà. Parce qu'elle est continue sur 0 de pi, elle est continue sur R grâce à ça. Alors maintenant, la norme de F moins G au carré, qui est égale à ça, va être égale à ça. D'accord? Puisque, en fait, G, il est égal à U entre 0 et 2pi. Il est égal à V, qui est égal à U. Donc voilà. Alors ça, c'est positif. Donc c'est inférieur ou égal à quelque chose où on augmente l'intervalle. Donc, hein, puisqu'on intègre quelque chose de positif. Donc ça va être inférieur ou égal à l'intégrale de moins H à 2pi plus H. Mais alors pourquoi je fais ça? Parce que ça c'est facile après de faire intervenir des intervalles comme ça. Ça fait somme de moins h à 0, plus somme de k égale 0 à n moins 1 d. Et là je fais la somme de ak, ak plus h, ak plus h, ak plus 1 moins h, ak plus 1 moins h, ak plus 1, puis je finis par le dernier de 2pi jusqu'à 2pi plus h. D'accord? Donc il va y avoir tous ceux qui sont comme ça, et puis en fait il y a tous les autres. Et d'accord? Et tous les autres, quand on met bien bout à bout, on obtient ça. Je vous laisse réfléchir, c'est immédiat. Et donc, en fait, alors ça vaut 0. Pourquoi? Parce que U de t est égal à F de t sur ces intervalles-là. Donc, en fait, ce truc-là, norme de F moins G au carré, va être inférieur ou égal à 1 sur 2pi. Je me suis trompé, ici c'est 1 sur 2pi. Somme de 0 à n, des intégrales de ak moins h à ak plus h de, bah, évidemment on intègre toujours f module de f de t moins u de t carré. Suite de la démonstration, on a donc ça, f est continu par morceau sur 0 de pi, donc majoré, donc on a ça, et comme elle est de pi périodique, on a ça sur toute R. Sur chaque intervalle IK comme ça, U est affine par morceau et prend ses valeurs entre ça et ça. D'accord? Ça peut être plus grand que ça. Quel que soit T appartenant à R, F de T est entre moins M et M. Donc on va avoir ça et ça. Et comme elle est affine, on va avoir ça. Quel que soit X appartenant à IK. Donc T appartient à IK implique ça. Et donc sur IK, F, valeur, module de f de t moins u de t, qui est inférieur ou égal à module de f de t plus module de u de t, va être inférieur ou égal à 2m. Et IK est un intervalle de longueur 2h. Hein, ak plus h moins
à k moins h. Donc ça va être inférieur ou égal à l'intégrale de 2m au carré sur cet intervalle-là. Et donc, on multiplie par la longueur de l'intervalle. Et ça nous fait donc... Alors, comme il y a n plus 1 intervalles dans cette somme, ça nous fait n plus 1, alors 1 sur 2pi. N plus 1 fois, c'est inférieur chaque intervalle à 8hf2. Et il y en a n plus 1, donc ça fait ça. D'accord? Et donc, on obtient ça en simplifiant le 8 et le 2. Et on veut que ça soit inférieur à epsilon 2, puisqu'on veut avoir norme de f-g inférieure à epsilon. Mais il suffit de choisir h comme ça. Donc, comme on avait déjà ça, bah, on prend h, et puis que h égale 1 demi de 1 de h1 et de pi, alors je ne redis pas parce que c'était que h1, hein. C'était la plus petite longueur des intervalles qu'on avait dans la subdivision, je crois. Et puis pi epsilon 2 sur 4 n plus 1 m2, et à ce moment-là, on aura ça donc ça. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe g de pi périodique continu sur R, tel que norme de f moins g est inférieure à epsilon, d'où le résultat. Voilà. Théorème de Weierstrass, alors la version trigonométrique, bon, c'est un rappel, on l'a déjà vu, ça dans d'autres chapitres. F de R vers C continue depuis périodique, alors F est l'unité uniforme d'une suite Pn de polynômes trigonométriques. Je rappelle que les polynômes trigonométriques, c'est le truc de cette formule. Ce qui équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, il existe un polynôme trigonométrique P tel que module de f de x moins p de x est inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à R. Ça a déjà été vu dans le chapitre approximation des fonctions, où on voit aussi les théorèmes de Bernstein et le théorème de Stone-Weierstrass. Et là, dans ce chapitre, on va je vais peut-être le refaire une démonstration de ce théorème. Et ce théorème, il sert dans la démonstration de l'égalité de Parseval. Théorème f de R vers C, 2pi périodique continue par morceau. Alors, somme de 0 à 2pi de module de f de t moins Sn de f de t dt tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Démonstration, d'abord dans le cas où f appartient à d, bah, on sait que quel que soit epsilon positif, il existe g continu de pi périodique tel que l'on est ça. D'après le théorème de Weierstrass, il existe un polynôme trigonométrique p tel que l'on est ça. Puisque g est continu depuis périodique. Donc, en fait, on a ça, comme ça c'est inférieur à epsilon 2 sur 2, ça va être inférieur ou égal à ça, qui fait epsilon 2 sur 4. Et P et G sont continus depuis périodique, donc elles appartiennent toutes les deux à G, à D, ce qui permet de parler de la norme. Et donc on a norme de G moins P qui est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Et on avait ça. On applique une égalité triangulaire, du coup on a ça. Alors P est un polynôme trigonométrique, donc il s'écrit on peut l'écrire de cette forme-là, quitte à mettre des zéros. D'accord ? Et donc on voit que P appartient à En, c'est-à-dire le sous-espace de D engendré par les EK pour K appartenant à Z compris entre moins N et N. Donc, pour petit n supérieur ou égal à grand N, on va avoir P qui appartient à En et on va avoir ça. D'accord ? Donc, quel que soit epsilon positif, il existe grand N, tel que n supérieur ou égal à n implique que l'on ait ça. Et donc, que l'on ait ça. Et donc, on aura ça. Voilà. Donc, on peut dire que somme de 0 à 2pi, j'interprète ça, de ce truc-là, il suffit d'enlever les 2pi qu'il y a devant, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Puisque 1 sur 2pi fois ça tend vers 0, j'enlève les 2pi, ça nous fait ça. Bon, maintenant, si f est 2pi périodique, continue par morceau, eh bien son tilde à f appartient à d. Et donc, il vérifie ça. On a déjà vu que Sn de f tilde, c'est Sn de f. De plus, f tilde et f ne diffèrent qu'en un nombre fini de points sur 0, 2pi. Donc, on a déjà fait ce raisonnement. Donc ça, c'est pareil que ça. Et ça, c'est pareil que ça. Et ça tend vers 0. Donc on voit que ce truc-là, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et c'est exactement ce que j'avais
pour toute fonction f de pi périodique continue par morceau. On voit maintenant l'égalité de Parseval, du nom du mathématicien français fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, qui a vu cette égalité. On avait vu avant, on avait démontré l'inégalité de Bessel. Alors, elles sont presque égales. Hein. L'inégalité de Bessel, ça disait que ça est égal à ça, inférieur ou égal à ça, pour toute fonction de pi périodique continue par morceau sur R. Et bien là, au lieu d'avoir inférieur ou égal, ça sera égal. Démonstration. On prend d'abord le cas où f appartient à D. D, je le rappelle, c'est l'espace vectoriel des fonctions de pi périodique continue par morceau, vérifiant, enfin égal à leur régularisé, f égale f tilde. Et donc, on a à ce moment-là, on a vu qu'on avait ça, donc ça. Et comme norme et continue, pardon, on peut dire que Sn de f tend vers, norme de Sn de f tend vers norme de f. Donc au carré aussi. Mais la norme de Sn de f au carré, c'est la somme des Cn de f, des modules des Cn de f au carré. Donc ça va être égal à ça, à ça. Cas général, f tilde appartient à D, donc on peut appliquer le résultat à f tilde, mais on a déjà vu que les coefficients de Fourier de f et de f tilde sont les mêmes. Par ailleurs, f et f tilde ne diffèrent qu'en un nombre fini de points sur 0 de pi, donc les intégrales sont égales. Donc c'est fini, hein, puisque j'avais ça, là je peux remplacer par Cn de f, et puis là par f, donc c'est gagné. Voilà. Et puis de plus, on sait, hein, depuis l'égalité de depuis l'inégalité de Bessel, que ça c'est égal à ça. D'où le résultat. Théorème, si f et g sont de R vers C de pi périodique continue, alors Cn de f égale 0, quel que soit n appartenant à z implique f égale 0. An de f égale bn de f égale 0, quel que soit n appartenant à n implique f égale 0. Cn de f égale Cn de g, quel que soit n appartenant à z implique f égale g. An de f égale An de g, bn de f égale bn de g, quel que soit n appartenant à n, implique f égale g. Premier truc, c'est Parseval, hein, parce que si tous ces coefficients sont nuls, ça veut dire que ça c'est nul, d'où le résultat f est égal à 0, parce que f est continu. Voilà, ça c'est très important. F est continu, donc on va avoir ça sur 0 de pi, comme elle est de pi périodique, on va avoir ça sur R. Pour le petit 2, alors le petit 2 c'était quoi? Eh bien, Cn An de f égale Bn de f égale 0, quel que soit n, implique f égale 0. Bon, on aurait pu reprendre ça d'ailleurs, hein, et dire partout ici c'est nul, donc l'intégrale est nulle. On aurait pu faire le même raisonnement. Mais on peut aussi dire qu'on a ça, d'accord, donc les Cn sont tous nuls, et donc on vient de voir que f est égal à 0, c'est pareil. Petit 3, on fait Cn de f moins g, en fait les Cn, An et Bn sont linéaires. Donc ça fait Cn de f, on l'avait vu ça, moins Cn de g, c'est la linéarité de l'intégrale. Donc comme ils sont égaux, ça fait 0, quel que soit n appartenant à z, mais f moins g, eh bien f moins g, elle est de pi périodique continue, hein, donc voilà, f moins g est égal à 0, parce qu'elle est de pi périodique continue. Donc f est égal à g, et pour le petit 4, c'est exactement pareil. Soit f une fonction de pi périodique continue, si Sn de f est uniformément convergente, alors la série de Fourier est égale à f. Démonstration. Alors on remarque déjà que série de Fourier égale à f, on avait ça avec le théorème de Dirichlet, mais on avait la condition continue plus C1 par morceau. Ici on l'a pas. En début de chapitre, pour introduire les coefficients de Fourier, on a vu que quand on avait ça qui tendait uniformément vers une fonction g, eh bien les lambda k étaient égaux à ça, ce qui allait devenir les coefficients de g, parce que g est continu de pi périodique, hein, vu que là, continu de pi périodique et convergence uniforme. Hein. Alors ici, on a Sn de f qui tend uniformément vers g. Donc, d'après ce que je viens de dire, ck de f est égal à ck de g, quel que soit le k appartenant à z. Mais, il faut bien voir que, bon, c'est ce que je viens de dire ici, hein, comme ici j'ai des polynômes qui sont
continue de pi périodique, G et que la convergence est uniforme, G est continue de pi périodique. D'accord? Donc on a leurs coefficients qui sont égaux avec deux fonctions continues de pi périodique. Donc on vient de voir que f est égal à G. Donc Sn de f qui converge uniformément vers G, converge uniformément vers f. Tout le résultat. Convergence en moyenne de Césaro. Alors Césaro, c'était un mathématicien du 19e siècle italien. Soit une suite UN, donc une suite de C, on pose Sn égale somme de 0 à n-1 pour avoir n termes, et sigma n, la moyenne de ces termes-là. On dit que la série somme des UN converge en moyenne de Césaro vers S appartenant vers C, si la limite des sigma n en plus l'infini est égale à grand S. Eh bien, si UN est une suite complexe, et si la série somme des UN de 0 à plus l'infini est convergente de somme S, alors elle converge aussi en moyenne de Césaro vers S. Démonstration. Sigma n moins S, c'est 1 sur n des sommes de 0 à n-1 des UK, moins S que je peux écrire ns sur n, et comme il y a une terme ici, ça me fait exactement 1 sur n, somme de 0 à n-1 des UK moins S. Mais Sn tend vers S, donc quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel on a un module de Sk moins S inférieur à epsilon sur 2. Prenons n supérieur à n. Donc quand j'écris cette somme ici, je la décompose en fait en deux sommes, de 0 à n-1 et de n à n-1. Et j'appelle ça A, ce truc-là. D'accord? Donc A, évidemment, il dépend que de grand N. Donc, sigma n moins S en module est inférieur ou égal à A sur n plus 1 sur n et somme des modules des UK moins S, et chacun est majoré par epsilon sur 2. D'accord? Donc, et comme il y a n moins n termes, ça me fait ça. Et ça, c'est plus petit qu'epsilon sur 2. Alors, quant à l'autre, l'autre, je vais le rendre inférieur à epsilon sur 2 en prenant n1 appartenant à n, supérieur à n et supérieur à 2a sur epsilon, pour avoir que si n est supérieur à n1, comme le n1 va être supérieur à 2a sur epsilon, eh bien, je vais bien avoir a sur n1 qui sera inférieur à epsilon sur 2, et donc a sur n aussi va être inférieur à epsilon sur 2. Donc en fait ici, ça va être inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 à partir du moment où n est supérieur à n1. Donc ça me dit bien que sigma n tend vers S, d'où le résultat. Théorème f de R vers C de pi périodique continue par morceau. Alors la série de Fourier de f converge vers f tilde simplement en moyenne de Césaro. Si f est continue et de pi périodique, la convergence, toujours en moyenne de Césaro, est uniforme. Démonstration, on reprend la démonstration du théorème de Dirichlet, où on avait ça, et on forme sigma n de x qui est égal à ça. Et donc, comme il y a une somme de ces trucs-là, il n'y a que ça qui dépend de n, eh bien je vais l'écrire sous cette forme-là, avec alpha n de x qui est égal à ça. Donc ça, c'est la partie imaginaire de cette somme-là. Et cette somme-là, en factorisant exponentielle ix sur 2, puis en factorisant i à la puissance nx sur 2, exponentielle de i nx sur 2. Oui, alors là, il ne faut pas que x soit égal à 0. Donc, mais u là, si vous voulez, on est entre 0 et pi. Donc je m'intéresse qu'au segment 0 pi. Et là, je vais factoriser exponentielle x sur 2. Donc je tiens ça, je reconnais 2i sinus nx sur 2, 2i sinus x sur 2, si bien que le bêta n est égal à ça. Et comme je dois prendre sa partie imaginaire, ça fera sinus nx sur 2 fois sinus nx sur 2 sur sinus x sur 2. Donc ça fait ça. Au voisinage de 0, on a cette équivalence et puis celle-là. Et donc ça tend vers 0, donc prolongeable en 0, pas de problème pour l'intégrale. Sigma n de x est égal à 1 sur 2 pi n,
qui est donc somme de 0 à pi fois somme de 0 à pi de ça fois ce que je viens de trouver. Comme il y avait un sinus u sur 2 ici, eh bien il va être au carré et donc j'ai ça. Si f est égal à 1, bah 1, la fonction constante, elle est bien de pi périodique continue. Vous remarquerez que la suite, là, tout ce que je fais, c'est exactement comme dans la démonstration de Dirichlet. Ça va nous faire 1 sur pi n, 2 pi n, là ça fait 1 plus 1, 2, donc ça enlève le 2, fois ça. D'accord? Mais pour f est égal à 1, chaque somme est égale à 1, d'accord? Parce que c'est un polynôme trigonométrique constant. Donc sigma n de x est égal à 1 sur n, somme de 1. Et il y en a n, donc ça fait 1. Donc ça veut dire que ça fait 1, et donc l'intégrale est égale à n pi. Dans le cas général, donc je reprends f de pi périodique continue par morceau, et bien f tilde de x, on multiplie par f tilde là-dedans, et on obtient f tilde de x est égal à 1 sur 2 pi n, somme de 0 à pi de 2 f tilde de x fois ça. Donc sigma n de x moins f tilde de x, c'est-à-dire ça moins ça, eh bien ça fait 1 sur 2 pi n, somme de 0 à pi de phi de x de u. Alors phi de x de u c'est quoi? C'est ça plus ça, moins 2 fois ça. D'accord? Fois ce truc-là. Alors, la limite de ça quand u tend vers 0 plus, ça tend vers la limite à droite en x, la limite à gauche en x, moins 2 f tilde de x. Et comme f tilde de x, c'est la moyenne de ces deux-là, ça fait 0. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, tel que pour valeur absolue de u inférieure à nu, alors nu, on va le choisir ce nu positif, mais même inférieur à pi, parce qu'après, on va séparer l'intégrale somme de 0 à pi en somme de 0 à nu plus somme de nu à pi. D'accord? Donc, et donc ça implique ça. Voilà. Évidemment, nu dépend de phi x, donc dépend de x. Alors maintenant, on va séparer donc l'intégrale en deux. Je m'intéresse à la première. Eh bien, ça, c'est inférieur ou égal à ça. Et comme u est entre 0 et nu, j'ai ça. Donc je rends ça inférieur à epsilon, que je cherche, que je sors. D'accord? Bon. Et puis, cette somme de 0 à nu, comme ce truc-là, il est positif, hein, ben, je rends ça plus petit que la somme de 0 à 1. Et cette somme de 0 à 1, d'accord? Ah ben je l'avais mis là, pardon. J'avais oublié que je l'avais mis. Donc là, c'est somme de 0 à nu, mais je la rends plus petite que la somme de 0 à 1. Et la somme de 0 à 1, pas de 0 à 1, mais de 0 à pi, pardon, oh là là, grosse fatigue, eh bien, elle est égale à n pi. Donc ça va être inférieur ou égal à epsilon fois n pi sur 2 pi n. Ce qui fait epsilon sur 2. Voilà. Donc, celle-ci en valeur, en module, elle est inférieure à epsilon sur 2. Je vais me débrouiller pour que celle-là le soit aussi. D'accord? Comme ça, j'aurai ce truc-là en module qui pourra être rendu inférieur à epsilon, ce qui me permettra d'avoir la convergence. Donc, la fin de la démonstration, sigma n de x moins f tilde de x est égal à ça, ou phi de x de u est égal à ça. Donc maintenant, j'y mets les modules, donc ça va être égal à ça. Donc ensuite, j'applique l'inégalité triangulaire. Ça, je sais déjà que c'est inférieur à epsilon sur 2 et je vais essayer de majorer ce truc-là. Donc que j'appelle alpha de x. Alors, comme u est entre nu et pi, nu sur 2 est inférieur ou égal à u sur 2, inférieur ou égal à pi sur 2. Et donc, on a cette inégalité-là. Donc ce truc-là, je vais pouvoir le rendre inférieur à sinus nu sur 2 au carré. Et puis ce truc-là, c'est inférieur ou égal à 1. Donc alpha x va être inférieur ou égal à ça, que j'appelle A. Bon, pour être sûr qu'il est plus grand que 0, je rajoute 1, et je dis que c'est inférieur à A plus 1,
sur 2 pi n sinus carré de nu sur 2. Et je veux rendre ça inférieur à epsilon sur 2 parce que l'autre est déjà inférieur à epsilon sur 2. Donc pour ça, il suffit de prendre n plus grand que 2 fois a plus 1 sur 2 pi n sinus carré nu sur 2. Donc on prend n supérieur ou égal à un entier grand N qu'on choisit supérieur à ça. Et bien alors, grâce à ça, on peut dire que module de sigma n de x moins f tilde de x va être inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 qui fait epsilon dès que n est supérieur ou égal à n. Autrement dit, quel que soit epsilon positif, on a trouvé un grand N. Alors en fait, il dépend de x. C'est pour ça que je l'appelle nx. Tel que n supérieur ou égal à nx implique que l'on ait ça. Donc sigma n de x tend simplement vers f tilde de x, quel que soit x appartenant à R. Sigma n tend simplement vers, f tilde. Donc Sn de f sur n tend simplement vers f tilde, donc Sn de f converge en moyenne de Césaro simplement vers f tilde, et je rappelle que la convergence en moyenne de Césaro n'implique pas la convergence tout court. On ne peut pas dire que Sn de f converge simplement vers f tilde. On a démontré la convergence simple en moyenne de Césaro. Maintenant, on va prouver que si f est depuis périodique et surtout continu, alors la convergence en moyenne de Césaro est uniforme vers f. Alors on a toujours ça, bien sûr, avec ça. On prend x appartenant à AB. Alors x moins u, x plus u et x appartiennent à un compact K. Au compact K égale a moins pi, b plus pi, parce que u est compris entre 0 et pi, le u que j'ai dans mon intégrale. F est continu sur K, donc uniformément continu, donc quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, et on va le choisir évidemment inférieur à pi, tel que xy appartenant à K et valeur absolue de x moins y inférieure à nu implique que f de x moins f de y est inférieur à epsilon sur 2. Ça, c'est l'uniforme continuité. De plus, f est continu, f tilde est donc égal à f. Module de phi x de u est égal à ça, puisque f tilde est égal à f. Donc, je le sépare en deux, j'applique l'inégalité triangulaire, et x plus u moins x, ça fait u. X moins u moins x, ça fait moins u. Donc, si je prends module de valeur absolue de u inférieure à nu, eh bien, la distance entre ces deux-là est inférieure à nu, et ces deux-là aussi. Donc, je peux appliquer ça, et j'ai ça. Et du coup, pour valeur absolue de u inférieure à nu, je vais avoir phi x de u inférieur à epsilon. Voilà, il faut bien voir que je me suis donné epsilon, le nu là ne dépend pas de x. D'accord? Nu ne dépend pas de x. Sigma n de x moins f de x en module, qui est donc égal à ça, va être inférieur ou égal à ça. Tac. Alors, pour la première, c'est comme tout à l'heure, sauf que ça, je le sors. Epsilon sur 2 pi n, et puis ça fait pi n, donc même simplification. D'accord? Et comme précédemment, le i, la deuxième, c'est ce que j'ai appelé celui-là, quoi, entre nu et pi, et bien là, je vais dire que c'est inférieur, oui, ce truc-là étant supérieur à sinus de nu sur 2, ça va être inférieur ou égal à ça, fois, et puis ce truc-là est inférieur à 1, et donc fois ça. Parce qu'en plus, comme c'est positif, je peux dire que c'est plus petit que l'intégrale de 0 à pi. Bon, f est continue sur 0 de pi, donc borné, donc je peux trouver a positif, tel que on ait ça, quel que soit x appartenant à 0 de pi. Et comme elle est de pi périodique, en fait, elle est bornée sur R, par ce a. Et ce a ne dépend pas de x. Phi x de u va donc être inférieur ou égal encore à une égalité triangulaire à 4a. Et donc, ce truc-là va être inférieur ou égal à 4a pi. D'accord? Donc, ce i-là va être inférieur ou égal à 4a pi.
sur 2 pi n sinus carré de nu sur 2, et je peux rendre ça inférieur à epsilon sur 2 si je prends un grand N supérieur à 4a sur, bon il y a des simplifications, hein, sur epsilon sinus carré nu sur 2. Et à ce moment-là, je prends n supérieur ou égal à n. Il faut bien voir que ce grand N là, comme a ne dépend pas de x et nu non plus, ça c'est indépendant de x. Et pour n supérieur ou égal à n, je vais avoir module de sigma n de x moins f de x qui est inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à AB. Donc en fait là, j'ai sigma n qui converge uniformément vers f. Alors c'est bien sur AB. Pour le moment, je ne suis pas sur R, mais j'ai 2 lignes de démonstration pour prouver que c'est vrai sur toute R. La différence avec la partie précédente de la démonstration, c'est que dans la démonstration précédente, nu et A, donc n aussi, dépendaient de x. Donc la convergence était simple. On avait bien sigma n qui tendait vers f, mais simplement. Là, on l'a uniformément sur tout segment AB de R. Fin de la démonstration de la convergence uniforme en moyenne de Césaraux dans le cas où f est 2 pi périodiques continus. Donc, on avait ça, et on a vu que ce n ne dépendait pas de x, mais évidemment, il dépend de AB. Prenons maintenant AB égale 0 de pi. Donc, toujours ça, et prenons y appartient à R. Et il existe un unique k appartenant à z, tel que y soit compris entre ça et ça. K, c'est la partie entière de y sur 2pi. Et donc, on pose x0 égale y moins 2kpi qui appartient à 0 de pi. Pour n supérieur ou égal à n, on a ça, puisque x0 appartient à 0 de pi. X appartient à R, donne sigma n de x est 2pi périodique. F aussi. Donc, sigma n de x0 va être égal à sigma n en x0 plus 2kpi, c'est-à-dire sigma n de y. Et f de x0, c'est égal à f de x0 plus 2kpi égale f de y. Donc, ça, je peux le remplacer par ça. Et donc, c'est inférieur à epsilon, quel que soit y appartient à R. Donc, quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé un n appartenant à n. Alors, un n qui correspond en fait à AB égale 0 de pi, on est d'accord, tel que n supérieur ou égal à n implique sigma n de y moins sigma f de y est inférieur à epsilon, quel que soit y appartenant à R. Ce qui veut dire que sigma n converge vers U, vers F uniformément. D'accord? Sigma n, c'est ça. Hein, on fait la moyenne de Césaraux. Donc ça veut dire que les Sn convergent uniformément vers F en moyenne de Césaraux. Alors, résumé de tous ces différents types de convergence avec des hypothèses plus ou moins différentes qu'on a vues. Si F va de R vers C, ça c'est toujours le cas. 2 pi périodiques, c'est 1 par morceau, alors sa série de Fourier converge, les Sn de F convergent simplement vers F tilde. D'accord? F tilde de x, je rappelle que c'est f de x plus f de x moins divisé par 2. Là, si c'est continu de pi périodique et c'est un morceau, alors la convergence est uniforme et ça converge vers f. 3. Si f est 2 pi périodique continu, eh bien si Sn de f converge uniformément vers R, alors il converge forcément vers f uniformément. C'est-à-dire si ça converge uniformément vers une fonction g, mettons, ça veut dire que g est égal à f. Là, si f est 2 pi périodique continu par morceau, eh bien, c'est ce qu'on a démontré avant, hein, sigma n de f qui est égal à ça, converge simplement vers f tilde. On dit, il y a convergence simple hein, vers f tilde en moyenne de Césaraux. Et enfin, si elle est 2 pi périodique continue, alors sigma n de f converge uniformément vers f. Autrement dit, les Sn convergent uniformément vers f, mais en moyenne de Césaraux.
le théorème de Weierstrass, donc là je parle de la version trigonométrique. Alors Weierstrass, immense mathématicien allemand du 19e siècle, qu'on rencontre partout quand on fait de la topologie, quand on étudie les intégrales, quand on étudie les séries, bien sûr. Donc, on voit une démonstration là qui va utiliser des résultats qu'on a trouvés précédemment. Alors attention, parce que précédemment, quand on a démontré Parseval, l'égalité de Parseval, on a utilisé le théorème de Weierstrass, d'accord? Mais là, on n'utilise pas Parseval, heureusement, parce que sinon ça ne voudrait rien dire. Là, on va utiliser des connaissances qu'on avait démontrées avant sans le théorème de Weierstrass, heureusement. Toute fonction f de R vers C de pi périodique continu est limite uniforme d'une suite Pn de polynômes trigonométriques, ce qui est équivalent à dire, ça on a vu souvent, qu'il existe, quel que soit epsilon positif, il existe un polynôme trigonométrique P tel que valeur absolue de f de x moins p de x est inférieure à epsilon, quel que soit x appartenant à R. Remarquons que P, quitte à compléter par des coefficients 0, peut toujours s'écrire de cette façon-là. Alors la démonstration, en fait, elle est évidente grâce à la théorie qu'on a vue avant, c'est-à-dire aux convergences suivant la moyenne de Césarov. On a vu que sigma n de f, qui est égal à ça, tend uniformément vers f. Et sigma n de f est un polynôme trigonométrique. Donc il n'y a plus rien à dire. Et comme je le disais tout à l'heure, pour démontrer ce résultat, on n'a pas utilisé le théorème de Weierstrass. Le théorème de Weierstrass a été utilisé pour Parseval, mais on n'a pas utilisé Parseval pour prouver ça. Donc, c'est gagné. Alors maintenant, on va voir la version polynomiale, on l'appelle aussi théorème de Stone-Weierstrass. Alors Stone, lui, c'est un mathématicien américain, je crois, du XXe siècle. Celui-là est du XIXe siècle, mais là, on est dans le XXe siècle. Alors, je ne sais pas si Stone, je ne sais pas si Weierstrass avait démontré la version polynôme. Toute fonction continue f du compact AB de R vers C, donc du segment AB vers C, est limite d'une suite de fonctions polynomiales à coefficient dans C. Donc ça équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, bien sûr, il existe P x, qui a x appartenant à B, fait associe somme de 0 à n, où les AK appartiennent à C, tel que f de x moins p de x en module est inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à AB. Alors la démonstration est un petit peu longue. On se ramène d'abord au cas où f de A est égal à f de B en considérant la fonction g qui a x appartenant à B, associe f de x moins f de B moins f de A sur B moins A, x moins A. Elle est bien continue, elle est affine, hein. Non, elle n'est pas affine, c'est ça la partie affine qu'on rajoute à f qui est continue, donc elle est continue. Et g de A, bah, ça fait f de A, et g de B, eh bien ça fait f de B moins f de B plus f de A, ça fait aussi f de A. Donc on a bien g de A est égal à g de B. Si la suite Pn de fonctions polynomiales converge uniformément vers g, alors quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que n supérieur ou égal à n implique ça, d'accord? À ce moment-là, on aura qn de x moins f de x qui sera en module inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à AB, en prenant qn qui a x associe ça. Parce que, effectivement, si là je rajoute f de B moins f de A sur B moins A, x moins A, et puis que là je le rajoute aussi à G, d'accord? Je rajoute ça de le côté à G, bon bah ça se supprime ce que j'ai rajouté, et j'obtiens bien effectivement ça inférieur à epsilon, je vous laisse vérifier, c'est une évidence. D'accord? Et par ailleurs, bah, c'est bien, le Qn ici, c'est bien une fonction polynomiale. Donc ça y est, on a trouvé une suite de fonctions polynomiales Qn qui, grâce à ça, tend vers, uniformément vers f. Bon, donc on peut supposer maintenant que f de A est égal à f de B, mais en fait, on va évoluer un petit peu, et maintenant on va se ramener au cas
où le segment AB, c'est le segment 0 de pi. D'accord? Donc, on a f, vérifiant f de A est égal à f de B, continue. On considère oméga qui a x appartenant à B associe 2pi x moins a sur b moins a. Donc, une fonction affine, continue, strictement croissante, donc qui est une bijection de AB vers 0 de pi. Il est évident que oméga de A, bah, ça fait 0 et que oméga de B, ça fait 2pi. D'accord? Donc on a oméga moins 1 qui a x appartenant à 0 de pi associe, bon bah c'est facile, ça va démontrer, hein, y égale 2pi facteur de x moins a sur b moins a, j'isole le x et puis je vais trouver qu'il est égal à a plus b moins a sur 2pi y, c'est-à-dire ici je mets x. Donc ça c'est une fonction polynomiale, elle est du premier degré, et g égale f rond oméga moins 1 de 0 de pi vers c, qui est continu évidemment, et g de 0 est égal à f de a. Alors g0 est égal à f de a, que g de 0 c'est oméga moins de 0, bah, c'est donc f de a, hein, parce que oméga moins 0 c'est a. Et puis g de 2pi, bah, g de 2pi c'est oméga moins de 2pi, c'est f de b, mais f de b est égal à f de a. Donc j'ai bien g de 0 en plus qui est égal à g de 2pi. Eh bien, si la suite Pn de fonctions polynomiales donc, converge uniformément vers G, alors quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que n supérieur ou égal à n implique Pn de x moins g de x inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à 0 de pi, ben, quel que soit x appartenant à AB, oméga x appartient à 0 de pi. Donc, je peux le remplacer là-dedans, et ça fera que Pn en oméga x moins g en oméga x en module sera inférieur à epsilon. D'accord? Et donc, ça je vais l'appeler Qn, ça fait Qn de x, moins, et puis c'est quoi ça? G rond oméga. Eh bien, G rond oméga, c'est exactement f. Hein, d'accord? Parce que G rond oméga, ça fait f rond oméga moins 1 rond oméga, ça fait f. Donc, j'obtiens ça, quel que soit x appartenant à AB. Et ça, c'est un polynôme composé avec oméga x qui est un autre polynôme. C'est donc un polynôme. Donc la suite de polynômes Qn égale Pn rond oméga converge, grâce à ça, hein, grâce à ce que je viens de voir, hein, quel que soit epsilon positif, il existe grand n, tel que n supérieur ou égal à n implique ça. Donc elles convergent uniformément vers f sur AB. Donc je me suis ramené maintenant à une fonction de 0 de pi vers c qui est continue et qui vérifie f de 0 est égal à f de 2pi. Et je termine la démonstration après. Suite de la démonstration, c'est ramener une fonction f de 0 de pi vers c continue, vérifiant f de 0 égale à f de 2pi. Comme f de 0 est égal à f de 2pi, on prolonge f sur r en une fonction continue de pi périodique. Là, j'aurais pu mettre continu. Donc, je peux appliquer le théorème de Weierstrass. Quel que soit epsilon positif, il existe un polynôme trigonométrique P, vérifiant ça, quel que soit x appartenant à R. Ce polynôme est de cette forme-là. Chaque exponentielle IKX est développable en série entière, puisque l'exponentielle est développable, et c'est une somme finie, ça. Donc, quand je regroupe les coefficients en xj, ça fait P égale somme de j égale 0 à plus l'infini des uj xj, où les uj, c'est ça. D'accord? Donc le rayon est évidemment plus l'infini, puisqu'on fait une somme de séries entières de rayons plus l'infini. Donc c'est vrai, ça, quel que soit x appartenant à R. On pose Pn, ce polynôme-là. Donc lui, c'est un polynôme, hein, vraiment, qui appartient à C de x. On sait que Pn converge uniformément vers P, parce qu'on a une série entière de rayons plus l'infini, surtout converge uniformément, pardon, pas sur R, mais sur tout compact en fait, donc notamment sur toute boule de centre 0 et de rayon R positif. Là on est dans R, la variable est réelle, hein. En particulier sur ça, donc sur ça. Donc il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique ce truc-là, d'accord? Donc du coup pour n supérieur ou égal à n, g de x module de g de x moins Pn de x, qui, j'applique l'inégalité triangulaire, va être inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à 0 de pi. Donc la suite Pn,
donc de polynômes appartenant à c de x, enfin la variable, c'est une variable réelle, disons de fonctions polynomiales, eh bien convergent uniformément vers G sur 0π, donc convergent uniformément vers f sur 0π, 0,2π, pardon, parce que f est égal à g sur 0,2π. G, c'était le prolongement de f sur grand R. Bon, bah ça y est, c'est gagné. On a bien ce qu'on voulait.